Alors pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Aline Desesquelles, bonjour, et Chris Beauchemin, bonjour à vous deux. Alors vous êtes tous les deux de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, ça tombe bien, on a deux voix pour nous expliquer que fait-on à l'INED, qui y travaille. Alors j'y vais, si Chris Oui. a quelque chose à ajouter, il le fera. Donc l'INED, c'est un institut de recherche, Institut National d'Études Démographiques. Alors quand on pense à démographie, je pense qu'on pense à fécondité, à mortalité, à migration. Oui. C'est juste. C'est effectivement le cœur de nos études, mais on ne se contente pas de décrire ces phénomènes. Et on essaie de les comprendre. Non, ce ne sont pas que des chiffres. Il y a des chiffres, mais ce ne sont pas que des chiffres. Et en fait aussi, on ne décrit pas seulement, on essaie de comprendre les comportements des gens. Et c'est pour cette raison, en fait, que les chercheurs de l'INED ont des profils disciplinaires très variés. Donc, il y a des démographes, il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a des historiens, je vais en oublier, il y a des épidémiologistes, il y a un peu toute la palette des sciences humaines et sociales qui sont représentées à l'INED. Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu, une sorte d'observatoire de la société. Je ne sais pas si... Oui, on peut le dire. Oui, c'est vrai, oui. Bon, bah merci alors. Bon, Aline Desesquelles, vous êtes directrice de recherche dans l'unité mortalité, santé, épidémiologie. Vous vous intéressez tout particulièrement aux questions de vieillissement de la population mondiale. On va beaucoup en parler dans cette émission, également aux causes de décès. Bon, alors je sais très bien que tous les deux, vous êtes scientifiques, vous n'avez pas de boule de cristal, mais est-ce qu'à partir des données que vous collectez aujourd'hui, vous êtes quand même capable un peu de, prédire l'avenir ? Alors, on peut effectivement, en faisant des hypothèses, bien sûr, essayer de prévoir ce que sera, par exemple, la taille et la structure de la population, par exemple la population française, à un horizon. Alors aujourd'hui, c'est l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, qui se livre à cet exercice régulièrement et qui aujourd'hui propose des projections de la population à l'horizon 2070. Donc, d'accord. Il fait des hypothèses sur l'évolution de la mortalité, de la fécondité et des migrations. Par exemple, l'espérance de vie à la naissance, on sait qu'aujourd'hui, elle est aux alentours de combien? Pour un enfant qui naît aujourd'hui, 80... Alors pour les femmes, c'est un peu plus de 85 ans et pour les hommes, 79 ans. 79 ans, est-ce qu'on sait si un enfant, alors un garçon, une fille qui naîtra en 2050, quelle sera son espérance de vie? Alors on ne sait pas, mais on peut, en faisant des hypothèses sur l'évolution de la mortalité à chaque âge, pour les hommes et pour les femmes séparément, en prolongeant... Je simplifie un petit peu, mais en prolongeant les tendances du passé. C'est ça. Et alors, dans ces projections, il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés, plus ou moins optimistes en termes d'évolution de la mortalité. Mais ce faisant, donc, on peut effectivement se faire une idée de ce que sera l'espérance de vie en 2050 ou 2070 même. Et selon l'hypothèse intermédiaire des projections de l'INSEE, c'est supérieur à 90 ans. Supérieur à 90 ans. D'accord. Bon, c'est bien pour ça que ça s'appelle espérance de vie. Quand on ne sait pas ce qui va se passer, s'il y aura une grande épidémie, si dans certains pays il y aura une guerre. Absolument. On ne connaît pas ce que sera l'évolution réelle de la mortalité dans les années qui viennent, bien sûr. Très bien. Chris Beauchemin, vous êtes directeur de recherche dans l'unité migration internationale et minorités. Vous étudiez notamment l'intégration des migrants et de leurs enfants en France. Est-ce que vous pouvez aussi, dans votre domaine de recherche, essayer de prédire un peu ce qui va se passer? Alors, il y a des tentatives pour prédire le futur des flux migratoires. Ouais. Mais les projets les plus récents concluent à l'incertitude absolue des chiffres qu'on peut produire. Donc, en matière de migration internationale, très clairement, c'est un exercice difficile, sinon impossible. Très complet, impossible, on va dire. D'accord, donc on va s'appuyer sur une photographie. Tout à l'heure, ensemble, on en parlera de ce que l'on peut voir aujourd'hui. C'est plus raisonnable? Oui. D'accord. Alors, à l'INED, vous en parliez tout à l'heure, vous faites des études et des recherches dans tous les domaines. Vous étudiez aussi les comportements amoureux des Français à travers l'usage des sites de rencontres qui ont explosé depuis une quinzaine d'années à peu près. Alors pour en savoir plus sur cette enquête quand même
pour moi assez insolite et inédite. On va tout de suite à l'INED sur le campus Condorcet à Aubervilliers pour rencontrer l'une de vos consoeurs. Bonjour Marie Bergström. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de recherche et co-responsable de l'unité genre, sexualité et inégalité de l'INED. Vous êtes la première en France à avoir eu accès aux données issues du célèbre site de rencontre Mythique. Alors, bien entendu, je précise que toutes les données qui ont été utilisées étaient anonymisées, mais on y reviendra plus tard. J'ai une première question pour vous. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une spécialiste des rencontres amoureuses ? Oui, en effet, c'est vrai que c'est mon sujet de recherche. Donc, je m'intéresse à la manière dont on rencontre des partenaires amoureux sexuels, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Et effectivement, une des questions qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir dans quelle mesure les applications de rencontres changent les choses. Est-ce que ça change qui on rencontre? Est-ce que ça change comment on se rencontre? Et donc, oui, c'est une question qui est vraiment au cœur de mes recherches. D'accord, alors on va développer ça ensemble. Pour commencer, je voudrais faire un petit état des lieux. Les sites et les applications de rencontres ont pris une place de plus en plus importante. Est-ce qu'on peut parler d'une révolution des pratiques de rencontres ? Je pense pas que révolution soit le bon terme parce que déjà, c'est important de le dire, les applications de rencontres, ça n'a pas remplacé l'ensemble d'autres modes de rencontre. Ouais. Donc, c'est pas du tout un remplacement. Et de la même manière, en fait, ça n'a pas bousculé complètement toutes nos pratiques et toutes les normes en matière de sexualité, de conjugalité. Donc, révolution, c'est sans doute le mauvais terme. En revanche, c'est vrai qu'il y a des changements. Et un constat qu'on peut commencer par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'usage d'applications de rencontres est très important, très courant, et ce sont des plateformes qui participent activement à la formation des couples. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui se forment par ce biais-là. D'accord. Alors les applications permettent d'élargir les rencontres au-delà de notre cercle d'amis, mais est-ce que ça permet aussi d'élargir au-delà de notre cercle social ? Non, là, vous faites une très bonne distinction parce qu'effectivement, ce sont des services, des plateformes qui permettent de rencontrer des nouvelles personnes, hein, de rencontrer des gens qui, a priori, on ne connaît pas par ailleurs. Donc, c'est très juste, on va au-delà de son cercle de sociabilité, mais en effet, ça ne veut pas dire forcément aller au-delà de son milieu social. C'est-à-dire, il y a une tendance à être attiré par des personnes et à aller vers des personnes qui nous ressemblent socialement. Donc, en sociologie, en démographie, on parle de homogamie, c'est-à-dire c'est une tendance qui veut que dans les couples, les partenaires se ressemblent d'un point de vue de position sociale, c'est-à-dire ils ont un diplôme à peu près similaire ou ils ont un métier qui se ressemble. Et, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont posé la question de savoir, mais alors est-ce que les couples qui se forment sur Internet, est-ce qu'ils sont plus ou moins homogames que les couples qui se forment ailleurs? Et alors la plupart, ils arrivent à la réponse qu'en fait ça ne change pas grand-chose. En France, les couples qui se forment sur ce site des applications ne sont ni plus ni moins homogames que d'autres couples, toutes choses égales par ailleurs, avec une exception, c'est les couples qui se forment sur le lieu de travail ou le lieu d'études. Ces couples-là, c'est vrai, ils sont plus homogames que les couples formés sur Internet. Mais si on compare avec d'autres lieux, on ne voit pas de grande différence. Donc finalement, oui, on va au-delà dans son cercle d'amis, mais pas forcément au-delà de son milieu social. D'accord. Alors les applications de rencontres changent quand même le processus de formation des couples. Qu'est-ce que ça change précisément ? Alors, il y a plusieurs choses qui changent, mais il y a une chose qui est très nette, c'est une vraie spécificité de ce mode de rencontre, c'est que les choses vont beaucoup plus vite. Il y a une vraie accélération de processus de séduction et de rencontre. Donc, c'est quelque chose qu'on voit très clairement avec les enquêtes qu'on fait à l'INED. Il y a une enquête qui, justement, cherche à comparer les couples selon la temporalité, c'est-à-dire le temps qu'il faut entre la première rencontre et le moment où la relation devient sexuelle. Et ce qu'on voit, c'est que les couples qui se sont formés via ces plateformes de rencontres, la relation devient beaucoup plus rapidement sexuelle que, par exemple, les personnes qui se sont connues via le travail ou sur le lieu d'études ou dans une soirée, etc. Ouais. Alors pourquoi ? Je pense que c'est assez intuitif, en fait, quand on rencontre quelqu'un dans un contexte de cercle d'amis à la fac, par exemple, on n'est pas très certain sur ce qui va se passer. On ne sait pas forcément si l'autre est célibataire, on ne sait pas si on plaît à l'autre ou pas, donc il faut un peu tâter le terrain.
Alors sur Internet, sur les applications, en fait, il y a moins d'incertitude, on est plus sûr des choses et lorsqu'on est plus sûr des intentions de l'autre, on avance aussi plus vite. Donc en fait, il y a cette accélération de processus de rapprochement des partenaires. D'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre aux applications. On le constate depuis combien de temps à peu près? Alors les applications, en fait, c'est quelque chose qu'on constate donc en France, mais comme pour d'autres pays. Et j'ai parlé là de la sexualité, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a des recherches aux États-Unis, par exemple, et en Allemagne, qui ont montré que même le fait, par exemple, de se fiancer ou de se marier, c'est quelque chose qui arrive plus rapidement pour ces couples qui se forment sur Internet. Donc, en fait, on a là ce qui semble être une tendance générale qui veut que lorsque on s'est connu par ce mode de rencontre, toutes les différentes étapes de la relation arrivent un peu plus rapidement pour les autres couples. Et je pense vraiment que c'est lié à ce fait que finalement, en fait, on sait pourquoi on est là. Si on discute, c'est parce qu'on sait qu'a priori on plaît l'un à l'autre. Ouais. Et du coup, ça crée une forme de certitude qui fait que la relation peut avancer à une rapidité finalement beaucoup plus importante que pour d'autres relations. Alors, on dit souvent aussi que sur Internet, des fois, on se permet des choses qu'on ne se permettrait pas dans la vraie vie. Alors, je voulais savoir si ça changeait les rôles des utilisateurs des applications de rencontres. Alors oui, c'est vrai que c'est une question en fait qui m'est souvent posée. Et souvent, on me demande, oui, en tout cas, il y a cette idée reçue souvent qu'en fait sur Internet, on ferait des choses en fait qu'on ferait pas ailleurs. Et notamment, une idée qui est très courante, c'est que ces plateformes, ça bouleverserait complètement les relations entre les hommes et les femmes. Ça serait une forme de subversion des normes de genre, c'est-à-dire que, par exemple, cette idée que sur Internet, les filles peuvent faire le premier pas, alors que les garçons qui sont timides, bon, c'est l'avantage, ils peuvent rester un peu en retrait. Donc cette idée finalement que filles et garçons, hommes et femmes, feraient des choses très différentes sur ces plateformes. En fait, lorsqu'on regarde ce que les utilisateurs, les utilisatrices font, la manière dont ils interagissent sur ces plateformes, c'est pas tellement ça qu'on voit. Au contraire, la norme de l'initiative masculine, c'est-à-dire que c'est à l'homme de faire le premier pas, elle se retrouve sur les plateformes et elle est très très forte. C'est-à-dire, sur les plateformes que j'ai pu étudier, 9 fois sur 10, c'est l'homme qui envoie le premier message, donc il prend le contact. Donc ça veut dire que seulement 1 fois sur 10, c'est une femme qui prend le contact. Donc on voit là que finalement, ces codes de séduction qui nous semblent très anciens, traditionnels, etc., finalement ça n'a pas du tout disparu. Au contraire, on les retrouve sur Internet, voire même que ce sont des tendances qui se renforcent sur Internet. Donc, encore une fois, ça ne bouscule pas tout, ce n'est pas une révolution. On retrouve beaucoup de comportements en ligne qu'on avait déjà constatés hors ligne. D'accord, et on voit bien que finalement, Internet n'est pas un monde à part, c'est un peu une continuité. Alors j'en viens aux données que vous avez récupérées de l'application Mythique. Justement, quelles informations vous avez récupérées sur les usagers ? Alors, ce qui est vraiment très important de souligner, c'est que ça a été une collaboration scientifique qui a été très encadrée. Donc ça veut dire que d'abord, et vous l'avez souligné, un premier point qui est important, c'est que toutes les données que j'ai pu regarder dans un objectif scientifique ont été anonymisées. Donc, je n'ai jamais eu accès à l'identité des personnes, je n'ai jamais eu accès à des choses qui pourraient me permettre d'identifier des gens. Donc, aucun accès, je n'ai jamais vu de photos, je ne connais pas les pseudos, je ne connais pas la localisation, rien de tout ça. Donc c'est vraiment des données qui sont anonymisées, agrégées, en partie censurées et qui permettent une analyse scientifique. Donc ça c'est un premier point, et même chose, je n'ai jamais pu accéder aux communications des personnes. Donc c'est vraiment une analyse, on va dire, très macro, de regarder comment est-ce que hommes et femmes se présentent, quels groupes interagissent avec qui, et jamais une analyse en fait qui pourrait être identifiante. D'accord. Et de la même manière, en fait, comme dans toute analyse scientifique sur des données de ce type, il y a vraiment évidemment un enjeu de sécurité aussi des données qui sont sur des serveurs sécurisés. Donc c'est des informations sur des comportements de contact, mais encore une fois avec une analyse très, très macro. D'accord. Alors j'ai une dernière question pour conclure. Quels sont les avantages de ces données par rapport à des enquêtes plus traditionnelles faites habituellement ?
Alors, les enquêtes qu'on fait habituellement, notamment à l'INED, c'est des enquêtes par questionnaire. Donc, on va aller interroger les individus en leur demandant qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent. Lorsqu'on analyse des données de plateforme, c'est très différent. On ne va pas aller voir les gens, on va plutôt regarder directement quels sont leurs comportements en fait. Donc, ça peut être très utile, notamment pour étudier des comportements, les gens n'en sont pas conscients ou bien ils ne veulent pas nous en parler. Donc, en fait, ce sont des analyses, effectivement, on peut observer finalement ce que les gens font plutôt que d'aller leur demander directement. Et ça donne accès à tout un tas de choses, en fait, et notamment, ça permet d'étudier des choses, des sujets un peu sensibles, c'est-à-dire des comportements aussi sexistes, racistes, des choses que les gens n'en parlent pas facilement. Mais en allant regardant comment ça fonctionne sur les plateformes, on peut quand même voir qu'il y a des inégalités et qu'il y a des comportements aussi discriminatoires. Donc ça peut être utile de ce point de vue-là. D'accord, très bien. Merci beaucoup Marie Bergström pour toutes ces explications et je vous propose de retrouver Fred et ses invités en plateau. Merci beaucoup à vous. C'est vrai ce qu'on évoquait à l'instant, vous travaillez quand même sur des sujets assez sensibles. Vous, dans le domaine de la santé, où il doit y avoir des données qui sont protégées. Vous, dans le domaine de l'immigration, où il y a aussi des choses forcément... Quel est le cadre légal, en fait? Qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou pas? Alors, les enquêtes que l'on conduit à l'INED sont encadrées par un règlement qui est un règlement européen, le règlement général sur la protection des données. Pour nous, chercheurs en France, ça signifie concrètement que dans les démarches qu'on doit faire pour préparer une enquête, on doit demander une autorisation à la CNIL. D'accord. Chaque enquête que vous préparez, le dossier va à la CNIL? Oui, alors il y a même parfois des étapes supplémentaires. Je dirais, c'est le schéma le plus simple presque, lorsqu'on n'a que le passage à la CNIL. Et la CNIL est notamment compétente pour évaluer les questions, évaluer si on pose des questions sensibles ou pas, un regard sur ces questions-là. Donc, par exemple, les questions relatives à l'appartenance religieuse, à l'orientation sexuelle, à l'origine ethnique. Et puis aussi, et donc ça Marie l'a évoqué donc dans son enquête, tout ce qui a trait à la protection des données et la garantie de l'anonymat des personnes. D'accord. Mais justement, heureusement quand même qu'il y a ces protections, ces garde-fous. Mais vous, quand même, à un moment donné, est-ce que ça vous bloque pas un peu? Vous évoquiez la question des religions, par exemple, pour pousser jusqu'au bout certaines enquêtes. C'est gênant ou pas? Comment vous faites? En réalité, il y a plusieurs niveaux de protection. Ce que dit la loi, c'est qu'elle interdit de poser des questions sur des sujets sensibles, qui étaient mentionnés à l'instant par Aline. Ouais. Elle l'interdit par principe, mais elle pose un certain nombre d'exceptions dans lesquelles on peut poser ces questions-là, et notamment dans les enquêtes de recherche. Et c'est quand on s'intéresse à des sujets qui touchent à des questions sensibles, comme par exemple l'appartenance religieuse ou les convictions politiques, dans ces cas-là, il y a un contrôle accru de la CNIL qui vérifie qu'il est légitime de poser ces questions-là dans le cadre d'un projet de recherche particulier. Mais à ce moment-là, on peut poser les questions. Donc ce qui est important de retenir, c'est que la loi interdit par principe de manière générale, mais autorise dans un certain nombre de cas d'exceptions, qui sont en fait assez nombreux, et notamment dans le cadre des enquêtes de recherche. Donc on peut poser ces questions-là, et notamment on entend parfois qu'on ne peut pas faire de statistiques ethno-raciales en France, ou selon l'origine. C'est pas tout à fait vrai, on peut, mais de façon très encadrée. D'accord, donc c'est un peu une étude au cas par cas, en fait. C'est ça. D'accord. Alors, Chris Beauchemin, on va en venir à votre sujet et votre domaine de travail, donc sur l'intégration et les discriminations des migrants et de leurs enfants. Alors, il y a une première et très vaste étude qui s'appelle Théo, qui avait été réalisée il y a 10 ans à peu près. Oui, en 2008-2009, les personnes ont été interrogées. Les résultats sont sortis quelques années après. Ça prend du temps en fait de traiter les réponses parce que c'était une très grosse enquête qui portait sur presque 20 000 personnes. Trajectoire et origine, Théo. C'est ça. C'est la couverture du livre, du principal livre qui en était sorti. Et donc, traiter les informations, les réponses qui ont été données par près de 20 000 personnes, ça prend un certain temps pour sortir les résultats, qui étaient donc sortis à partir de 2010. D'accord. On va en reparler. Vous faites une seconde enquête, mais c'est une enquête... Bon, alors d'abord, c'était 25 000 personnes, c'est énorme. C'était 20 000 pour Théo 1 et la nouvelle en compte 25 000. C'est 25 000. Alors, dans cette première enquête, il y a un premier point intéressant à observer, c'est d'abord la perception. Alors c'est quoi la perception de la discrimination? Oui, c'est ça. Un des grands enjeux de cette enquête, c'était de prendre la mesure des inégalités selon l'origine des personnes, donc pour les immigrés ou pour les personnes dont au moins un parent est immigré.
Et donc, on cherchait à mesurer à la fois les inégalités de façon objective, par exemple dans l'accès à l'emploi, dans les salaires, dans les niveaux de diplôme. Et puis, on interrogeait aussi les personnes, et c'est très rare dans les enquêtes de statistiques publiques, sur leur vécu des discriminations. Et donc, effectivement, on leur demandait si, dans les 5 dernières années, avez-vous été discriminé ? On va voir le tableau, là, justement, là-dessus. Enfin, vous devez le voir sur cet écran. Voilà le résultat. Proportion de personnes ayant déclaré avoir subi des discriminations au cours des 5 dernières années. Alors, immigrés, 26%. Descendants de 2 parents immigrés, 31%, descendants d'un parent, 17%, population majoritaire, on va dire, allez, c'est tout le monde, hein, voilà, comme ça que vous appelez, 10%. Moi, il y a quelque chose qui me surprend. Les descendants de 2 parents émigrés ont plus ce sentiment. Oui, en fait, on peut le comprendre. D'abord, il faut préciser ici que cette question, c'était une question très générale sur l'ensemble des discriminations, quel qu'en soit le motif. Et pas simplement selon l'origine, mais effectivement, le fait d'être immigré ou descendant d'immigrés fait une différence. On le voit très bien sur le graphique, où les immigrés, les enfants d'immigrés déclarent bien plus souvent que les autres des discriminations. Et les descendants d'immigrés, les enfants d'immigrés encore plus. En réalité, ça tient à la sensibilité au sujet. C'est-à-dire que les immigrés qui arrivent en France arrivent en étant conscients d'une certaine façon d'une forme de handicap, ils ne maîtrisent pas forcément la langue, ils ont un diplôme de l'étranger, ils ont été socialisés ailleurs, et donc c'est pour s'intégrer... Une sorte de fatalisme. Oui, non, peut-être qu'on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, il y a cette idée que il y a une inégalité au départ, peut-être dans la reconnaissance des diplômes, et peut-être une meilleure acceptation de situations de discrimination. En revanche, les enfants d'immigrés sont nés en France, sont allés à l'école en France, sont pour la plupart d'entre eux français, de nationalité française, et du coup ont une perception accrue des inégalités et ressentent davantage ces inégalités et les interprètent en termes de discrimination que ne le font leurs parents. D'accord. Alors, c'est une perception, mais est-ce que ça correspond à une réalité? Est-ce que vous pouvez comparer avec des faits objectifs? Alors, c'est justement un des grands intérêts de cette enquête-là, c'est qu'à la fois, elle posait des questions sur le ressenti des discriminations ou d'expériences de racisme, et en même temps, elle posait des questions très objectives sur la situation dans l'emploi, par exemple, sur les niveaux de salaire, sur les niveaux de diplôme, etc. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y a une très forte corrélation entre les déclarations subjectives de ressenti de discrimination et la situation objective des personnes. Et on s'est même aperçu qu'en réalité, il y a plutôt une tendance à sous-déclarer le racisme. Ah oui. Ou les situations de discrimination par rapport à ce qui est vécu par les personnes. D'accord. Dans cette étude, il y a aussi la proportion de personnes qui déclarent avoir subi des comportements racistes. On va voir aussi le document. Et là, ça varie beaucoup selon... Alors oui, effectivement, sur ce graphique, on peut distinguer les différentes origines pour lesquelles les groupes étaient suffisamment important en effectif pour qu'on puisse donner des résultats, et on distingue les barres pour les immigrés qui sont plus foncées que celles pour les enfants d'immigrés, et donc on voit des niveaux de déclaration on retrouve la différence entre les immigrés et leurs enfants, et donc on voit de nouveau que les enfants d'immigrés dans toutes les origines déclarent plus de comportements racistes que ne le font leurs parents, et on voit que ça atteint des niveaux très importants qui dépassent 50%. Parmi les personnes qu'on peut dire des minorités visibles, notamment originaires d'Afrique, soit du Nord, d'Afrique subsaharienne, mais aussi d'Asie. Là aussi, ce sont les enfants. Là aussi, alors quand on parle des descendants, ici, ce sont les enfants. Et quand on parle d'enfants, en réalité, ce sont des personnes dont au moins un parent est immigré, mais ce sont des adultes qui ont été enquêtés. D'accord. Alors, vous faites une nouvelle enquête. Pourquoi ? Pourquoi ? Évidemment, on imagine, mais vous pensez en 10 ans, il faut observer, faire une nouvelle photographie ? Oui, c'est un peu ça, en fait. La première enquête Théo a un petit peu plus de 10 ans maintenant, et donc l'enjeu, c'est d'essayer de voir comment ces inégalités objectives et ce ressenti des discriminations a évolué en une dizaine d'années. Et on n'a pas d'idée a priori. Vous n'avez pas les résultats encore, là, c'est en analyse, ce sera quand ? À partir de juin prochain, probablement. D'accord. Alors là, dans cette enquête, du coup, vous avez une nouvelle population à étudier. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une 3e génération ? Oui, alors en fait, les résultats de la première enquête ont montré quelque chose d'à la fois intéressant et terrible. C'est que, notamment pour les fils d'immigrés, on observait qu'ils étaient souvent dans une situation socio-économique dégradée par rapport à leur père,
mais aussi une situation dégradée par rapport à leurs sœurs et par rapport à leur mère. Or, classiquement, on s'attend à ce que la situation socio-économique s'améliore d'une génération à l'autre. Et donc cette situation dégradée pour les fils des minorités visibles pose la question de qu'est-ce qui se passe ensuite pour les générations suivantes? Qu'est-ce qui se passe pour les petits-enfants d'immigrés? Et donc la nouvelle enquête Théo, donc la Théo 2, qui reprend une grande partie des questions de Théo 1, va permettre en plus d'étudier la situation des petits-enfants d'immigrés pour essayer de voir si les désavantages qu'on a observés avec Théo 1, si les désavantages se transmettent encore à la génération suivante, ou au contraire, si les choses se stabilisent, ou au contraire s'améliorent. D'accord. Quelle est la part en France de population issue de l'immigration ? Alors avec Théo 1, on estimait qu'il y avait environ un quart de la population en France qui était soit immigrée, soit qui avait au moins un parent immigré. Donc ça veut dire, quand on se promène dans la rue, au moins une personne sur 5 qui est issue de l'immigration. Avec Théo 2, on pourra prendre la mesure de la part de la population qui est immigrée, enfant d'immigré, ou qui a au moins un grand-parent immigré. On n'a pas de mesure précise, on a des estimations, on s'attend à peu près à un tiers de la population. Donc ça va augmenter. C'est ça. Et puis si on tenait compte des arrière-grands-parents, on aurait encore une proportion plus importante. Et en réalité, ce que ça dit, c'est qu'en France, que la France est un vieux pays d'immigration et qu'une grande partie de la population a un lien à l'immigration plus ou moins lointain et pour beaucoup, en fait, un lien très récent. L'enquête, elle constate aussi qu'il y a un très haut sentiment, très haut niveau du sentiment d'appartenance à la France. Oui, tout à fait. On posait deux questions qui étaient complémentaires. L'une était est-ce que vous vous sentez français? Et là, notamment, les enfants d'immigrés répondaient oui de manière très 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 majoritaire. Plus de 9 personnes sur 10 disaient oui, je me sens français. Et cette question était complétée par est-ce que les autres vous voient comme un Français? Et là, on voit des résultats qui s'affichent. Un tiers à peu près des deuxième générations en moyenne déclaraient qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas vus comme des Français. Et donc déclarait un sentiment de stigmatisation. Et sur ce graphique, on voit les variations par origine de nouveau. Donc on voit encore les migrants et les descendants, les enfants de migrants. Et on voit que chez les descendants de migrants, par exemple d'Afrique subsaharienne, c'est une personne sur deux qui dit ne pas sentir qu'elle est perçue comme une personne française. C'est énorme. C'est même très important aussi, ça s'affichait pas ici, je crois, chez les personnes originaires des départements d'outre-mer. Et donc ça veut dire qu'il y a des traits physiques ou alors des traits qui peuvent être liés au nom des personnes qui continuent à être perçus comme un signe d'étrangeté et qui font que ces personnes qui sont originaires, qui sont originaires d'autres régions, de départements ou d'autres pays, continuent à être vues comme des personnes étrangères, continuent à être stigmatisées alors même qu'elles sont nées en France, alors même qu'elles ont la nationalité française et qu'elles se déclarent majoritairement françaises. Un dernier point que je voulais voir avec vous, d'après vos études, parce qu'on dit souvent, des personnes d'origine étrangère, elles ne se mélangent pas à la population, c'est pas tout à fait ce qu'on constate dans les études. Non, effectivement, on a plusieurs indicateurs dans l'enquête Théo qui permettent de prendre la mesure de la mixité, du mélange, soit dans les relations sociales, par exemple, et un indicateur qu'on peut retenir, c'est les personnes avec qui on décide de faire couple, les personnes avec qui on entre en union. Et les immigrés qui sont arrivés en France sans être déjà en union, ceux qui étaient déjà en union en général viennent avec quelqu'un qui vient du même pays, mais ceux qui arrivent et qui n'étaient pas encore en union sont environ 50% à entrer en union avec une personne de la population majoritaire, c'est-à-dire qui n'est ni immigré ni enfant d'immigré. D'accord. Et chez les enfants d'immigrés, la proportion de ceux qui entrent dans une union mixte, c'est-à-dire avec quelqu'un de la population majoritaire, c'est 65%. Donc d'une génération à l'autre, on voit que la mixité progresse. Et la majorité, en réalité, Il y a une augmentation de la mixité qui est en train de se faire. On attend avec impatience les résultats de la prochaine enquête. Merci pour cette petite mise au point sur ce sujet, quand même, qui est très très sensible. On va continuer d'explorer l'avenir de notre société en changeant complètement de sujet, vous allez voir, puisque maintenant, on va essayer de savoir comment mangerons-nous demain, comment
pour en parler, eh bien, nous prenons la direction du Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon. Bonjour Sophie Niklos. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes directrice de recherche à INRAE et responsable de l'équipe déterminante du comportement alimentaire au cours de la vie, relation avec la santé et comme l'a dit Fred, au Centre des sciences du goût et de l'alimentation. Alors vos recherches portent de manière très résumée sur le comportement alimentaire des enfants. Et ma première question, c'est de savoir finalement à quelle tranche d'âge vous vous intéressez? Alors moi je m'intéresse aux enfants dès quasiment le plus jeune âge de la vie, puisque dans les études que je conduis, on s'intéresse aux enfants dès l'âge de 3 mois, et pour certains jusqu'à la fin du primaire essentiellement. D'accord. Et pour quelles raisons vous vous intéressez à cette tranche d'âge? Alors on s'intéresse à des âges aussi précoces parce que cette période de la petite enfance, elle fait l'objet de nombreux enjeux. C'est une période de développement très importante où on voit finalement un organisme en développement qui va former tous ces différents organes, les organes qui nous permettent de sentir les aliments, de les digérer, aussi de les penser, qui se développent, et aussi tout le développement affectif qui va avec. Et on sait maintenant de plus en plus, avec de nombreux travaux qui nous viennent aussi bien d'études expérimentales que épidémiologiques, que c'est une période qui est fondatrice pour l'état de santé futur de l'adulte. Et on parle de ce concept, l'origine développementale de la santé et des maladies. Et donc on sait maintenant qu'une partie des maladies de l'adulte viennent aussi des événements précoces de santé, et notamment de la qualité de la nutrition pendant les premières années de vie. C'est pour cette raison que c'est particulièrement important. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre comment les comportements se forment au cours de cette période. D'accord, donc une période charnière. Alors justement, le comportement alimentaire, il est guidé par plusieurs paramètres, et notamment par les propriétés des aliments, comme le goût, la texture, etc. Comment ils influencent justement les préférences des enfants? Alors, ce qu'on sait très bien, c'est que dès la naissance, les enfants sont très sensibles à des odeurs, à des saveurs, et ils vont développer aussi une sensibilité à la texture et une capacité de consommer des textures de différents aliments. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre dans quelle mesure cette sensibilité va s'exprimer et va accompagner ou non le comportement alimentaire des enfants. Donc, on les met en œuvre nos études en manipulant, enfin en changeant le goût des aliments ou leurs odeurs ou leurs textures, et en observant les réactions des enfants suite à ces modifications. Donc ça nous renseigne un petit peu sur la façon dont toutes ces propriétés liées aux sensations alimentaires vont modifier le comportement, par exemple modifier les quantités consommées, la régulation de la prise alimentaire, ou alors orienter les préférences ou les choix alimentaires. D'accord. Vous vous intéressez aussi à l'environnement dans lequel les enfants évoluent, puisque dès leur enfance, finalement, ils sont soumis aux habitudes et aux préférences des parents. Là aussi, ça joue un rôle dans ce qu'ils vont développer comme préférence? Tout à fait, ça c'est une caractéristique de l'espèce humaine. En fait, l'enfant ne naît pas autonome en matière d'alimentation, il a besoin d'être guidé par ses parents et nourri par ses parents ou un autre nourricier pendant encore de nombreuses années avant d'être complètement autonome. On voit aussi que parmi nos petits bambins, pour certains, ils sont autonomes très très tard dans leur vie. Ce qui veut dire que l'enfant est totalement soumis aux décisions alimentaires qui sont prises par l'adulte, souvent sa mère en premier lieu, pour ce qui concerne l'alimentation lactée, et ensuite d'autres adultes qui peuvent s'occuper de lui. Et donc, non seulement les choix opérés par les personnes qui sont autour de lui vont influencer, vont conditionner ses préférences, ses goûts, mais aussi la manière dont les aliments sont présentés, puisque le style éducatif, le style, le comportement, l'ensemble du contexte qui est mis en œuvre autour d'un repas va aussi moduler les préférences alimentaires. Donc, pour donner un exemple très concret, si vous servez un repas à un enfant en le forçant à manger, et surtout si c'est un aliment qu'il n'aime pas, il va développer probablement une aversion pour cet aliment, et une aversion qui est très durable. Dans les enquêtes, on voit que c'est des souvenirs plutôt négatifs qui peuvent durer pendant toute l'enfance jusqu'à l'âge adulte, avec un ressenti très négatif. Inversement, un contexte chaleureux peut accompagner l'appréciation d'un enfant ou la découverte d'un aliment par un enfant, même si au départ, cet aliment n'est pas tellement apprécié. D'accord.
Donc on a retenu, il faut plutôt jouer en même temps qu'on donne à manger pour se donner un souvenir agréable en tout cas. Pas forcément jouer, mais en tout cas essayer de présenter les aliments de manière neutre, et surtout en évitant tout ce qui pourrait amener une tension entre le parent et l'enfant. D'accord. Alors la cantine scolaire fait aussi partie de l'environnement dans lequel l'enfant évolue. Vous avez mené un projet dans la ville de Dijon justement à ce sujet-là? Oui, c'est un projet qui est en cours avec le service de la restauration scolaire de la ville de Dijon, dans le cadre d'un grand projet qui s'appelle Dijon Alimentation Durable 2030. Et là, on essaye de comprendre comment mettre en œuvre une cantine plus durable pour les enfants de la ville de Dijon, en travaillant sur plusieurs leviers pour amener à une alimentation plus saine et durable. D'accord, alors je vais y revenir. Si je comprends bien, finalement, il s'agit d'identifier très tôt la qualité, la quantité de l'alimentation des enfants, puisque l'enjeu, c'est d'accompagner vers une transition, vers une alimentation plus durable. Pourquoi l'enfance est essentielle pour ça? Alors l'enfance, c'est essentiel parce que c'est le creuset de l'élaboration du comportement alimentaire. Le comportement alimentaire, comme tous les comportements qui nous guident au cours de notre vie, c'est un comportement adaptatif qui va nous permettre de nous adapter à notre environnement et de nous nourrir correctement, de bien grandir aussi pour les enfants. Donc il a une importance fondatrice. En plus, on mange 3 fois par jour au moins, les enfants souvent plus. Et donc c'est un comportement qu'on a de nombreuses occasions de réaliser. Et donc ce qui nous intéresse, c'est de comprendre aussi comment on peut utiliser justement les apprentissages durables au cours de cette période pour forger des comportements qui seront les comportements de l'avenir. Donc des comportements plus durables, c'est-à-dire pour une alimentation, entre guillemets, plus saine et aussi plus respectueuse de l'environnement. D'accord, finalement, c'est de réussir à habituer les enfants à des aliments qui correspondent à une alimentation plus durable. Voilà, c'est ça. Donc, en l'occurrence, et c'est déjà entamé cette transition en lien avec la loi Egalim, qui a imposé l'arrivée d'un menu végétarien, enfin, c'est-à-dire un menu sans viande, dans la restauration scolaire, depuis la mise en application de cette loi en novembre 2020. Et donc, on observe donc on donne maintenant aux enfants des repas sans viande. Et l'idée, c'est d'aller vers cette transition, donc d'une alimentation moins carnée. Pourquoi? Parce qu'on sait que la viande, la production de viande conduit à des émissions de gaz à effet de serre plus importantes que la production d'autres aliments. Et donc, pour essayer de limiter un petit peu la pression sur l'environnement, on veut assurer cette transition vers une alimentation moins carnée. Donc, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut quand même bien manger quelque chose. Ça veut dire essayer de manger une alimentation plus végétale, augmenter la part soit des féculents, des fruits et légumes dans notre alimentation ou des céréales, afin de remplacer la présence de la viande. Et ça peut paraître anodin, mais on s'aperçoit qu'en France en particulier, la viande tient une place centrale dans l'assiette des Français et aussi pour les enfants. Et l'idée, c'est de leur proposer un nouveau modèle, de créer une nouvelle norme afin qu'ils s'habituent à cette alimentation moins carnée. D'accord. Et là, c'est ce que vous avez réussi à mettre en place justement avec le service de restauration de la ville de Dijon? Oui, oui. Alors, c'est le service de restauration qui met en œuvre les menus, qui choisit les menus et qui décide de la façon dont elle va les mettre en œuvre. Nous, tout le travail qu'on fait, c'est un travail d'accompagnement auprès des enfants pour essayer d'identifier des recettes qui sont moins aimées. On a mis en place un dispositif avec des bornes de satisfaction pour mesurer l'appréciation que les enfants ont des repas qui sont proposés par la ville, afin de comprendre les recettes qui plaisent plus ou moins et travailler sur une meilleure acceptabilité, choisir des aliments qui ensuite font l'objet de tout un tas de dispositifs d'éducation alimentaire au cours desquels on va aider les enfants à apprécier progressivement, se familiariser avec des nouveaux goûts qu'ils n'auraient pas forcément l'habitude de connaître, pour les amener petit à petit à les consommer et à les apprécier tout simplement. D'accord. Alors vous vous intéressez aussi à la dimension sociale de notre alimentation. On voit que de plus en plus, il y a des régimes spéciaux dans les rayons des magasins pour végétariens, etc. Finalement, c'est une sorte d'individualisme alimentaire, on dit ça comme ça. Alors la question, c'est est-ce que finalement, dans l'avenir, on continuera de partager un repas tous ensemble?
Là, c'est vraiment toute une question qu'on se pose, parce qu'on voit effectivement l'émergence de ces particularismes en matière d'alimentation. Donc, tous les régimes sans gluten, sans lait, sans viande, éventuellement aussi des régimes d'exclusion qui sont liés à la présence d'allergies. Donc le problème qui se pointe à l'horizon, c'est le problème, est-ce qu'on va réussir à continuer à manger ensemble? Alors c'est un problème particulièrement important, pour la restauration scolaire, puisqu'en restauration scolaire, on est vraiment sur un principe démocratique où tout le monde mange à la même table et devrait normalement avoir plaisir à partager les mêmes aliments. Donc tous ces enjeux nouveaux, liés à ces particularismes alimentaires, ils émergent aussi, très fortement en restauration scolaire. Donc nous, on essaye de comprendre déjà comment on peut trouver, des menus qui puissent satisfaire tout le monde, satisfaire les contraintes, les enjeux nutritionnels, les enjeux de durabilité, mais aussi les enjeux d'acceptabilité et de partage social. Et donc pour le futur, c'est la même chose. On sait que manger ensemble, ça a une fonction très importante dans notre société. L'homme est un animal social. Tous les partages sociaux sont importants dans la fondation des comportements et l'alimentation n'échappe pas à ça. Prenez le même aliment, mangez-le seul ou mangez-le à deux, vous verrez qu'il a meilleur goût quand on le partage avec quelqu'un. Et donc, c'est important de continuer à pouvoir favoriser ce vivre ensemble, ce manger ensemble, et notamment dans le cadre de la restauration scolaire. Donc, c'est vraiment ce à quoi on pense pour manger ensemble demain. D'accord, bon. Mais écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications, Sophie Niklos, et je vous propose de retrouver Fred et ses invités en plateau. Merci beaucoup, Sophie Niklos. Je crois que c'est le moment de retrouver Élodie pour l'instant Eureka, émotion de la découverte. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler d'une recherche étonnante qui a d'ailleurs reçu un prix IG Nobel, prononcé ignoble, en 2020. Alors ces prix, c'est un petit peu les anti-Nobel qui récompensent des recherches improbables qui font d'abord rire et ensuite sourire chaque année en septembre. Et c'est une grosse inspiration pour moi pour écrire cette rubrique et essayer de vous surprendre. Alors vous allez voir que c'est lié à ce qu'on a raconté juste avant. On parlait de manger ensemble. Mais est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé à côté de quelqu'un qui mâchouillait son repas très très bruyamment? Eh bien les équipes qui ont gagné l'Ignoble 2020 de médecine se sont intéressées aux réactions de certains face au bruit et notamment au bruit de mâchonnement produit lors des repas qui déclenche chez certaines personnes de violentes colères. Ça, c'est la misophonie. La misophonie, ça veut dire une forte aversion au son. Et donc ces chercheurs se sont déjà intéressés à ça pour essayer de comprendre un petit peu ce phénomène et mieux le diagnostiquer. Et puis une deuxième équipe a testé des thérapies comportementales pour essayer de traiter les patients, notamment des techniques de relaxation ou de détournement de l'attention pour essayer d'améliorer tout ça chez certains patients les plus graves. Et oui, vivre ensemble et manger ensemble, c'est pas toujours si facile, mais heureusement, la recherche est là pour nous y aider. Bah oui, merci beaucoup Élodie. Mais c'est vrai que parfois on a l'impression quand on regarde les études scientifiques qu'il y a des choses un petit peu décalées, on va dire comme ça, mais c'est toujours fait très très sérieusement et ça a toujours au final quand même une utilité. La fête de la science, vous savez, le thème c'est l'émotion de la découverte. Vous avez des petites émotions à nous partager ou un Eureka? Des Eureka, on en a. Oui, j'en ai, mais pas un particulier qui me vient à l'esprit. Les émotions en recherche, elles sont multiples. Hein, c'est Eureka, mais c'est parfois aussi de la colère, de la déception. Enfin, c'est varié. Oui. Mais moi, ce qui me vient, c'est plutôt, je dirais, en soi, quand en sciences humaines et sociales, les sujets sur lesquels on travaille sont des sujets qui peuvent être émotionnels. Je pense que ce qu'a présenté Marie tout à l'heure en est un exemple. Et je pense que c'est une des composantes de la motivation des chercheurs. Mais c'est aussi une des difficultés parce qu'il faut savoir garder la juste distance. Il faut s'extraire. Voilà, absolument, par rapport à son sujet. Émotion. Pour soi, mais aussi pour la rigueur scientifique. Bien sûr. Chris? Ouais, moi, peut-être un des grands plaisirs que j'ai eu, c'était d'avoir produit des enquêtes qui permettaient de vérifier des hypothèses. Et je pense notamment à une chose, j'ai beaucoup travaillé sur les migrations familiales et beaucoup voyagé en Afrique et lu d'anthropologues ou de sociologues en Afrique qui insistaient beaucoup sur le fait que les familles africaines qui
avaient des migrants en Europe, préféraient vivre de part et d'autre des frontières, en laissant les enfants au pays, en laissant les conjoints au pays d'origine. Et d'un autre côté, quand on était en France, on avait des statistiques qui montraient l'importance du regroupement familial. Et j'étais pris entre ces deux visions, une européenne, une africaine. Et donc, j'ai eu plusieurs projets qui essayaient de prendre la mesure de ce qu'on observait sur le terrain en Afrique, c'est-à-dire de cette tendance des familles à vivre de part et d'autre des frontières. Et donc, une des grandes émotions que j'ai eues, c'est quand un des résultats d'une enquête que j'avais faite, mais qu'on avait préparée pendant des années, donc au bout d'années et d'années de préparation, on a enfin le résultat, et on s'était rendu compte, pour les familles de migrants sénégalais par exemple, donc un parent part en Europe, et on regarde, après son départ en Europe, quand il a laissé ses enfants au pays, combien de temps ça prend pour qu'il retrouve ses enfants. Oui. Et on se rendait compte que 10 ans après la séparation, parce que le parent était parti, 50% des enfants étaient encore au pays d'origine, donc toujours séparés de leurs parents, ce qui est une très longue période à l'échelle d'un enfant. 25% des enfants étaient de nouveau avec leurs parents, parce que le parent était rentré au pays. Et seulement un quart des enfants étaient venus en Europe rejoindre leurs parents. Et j'ai éprouvé un grand plaisir finalement à mettre en évidence cette mesure qui correspondait à des choses qui étaient observées de façon ponctuelle et non mesurée jusque-là. Et il y a aussi un plaisir à fabriquer des statistiques alternatives par rapport à ce qu'on peut donner à voir d'habitude des migrations internationales. Par rapport à des idées reçues, vous voulez dire, par Oui, exemple. c'est ça. Hein, c'est ça. Mais c'est vrai que vous touchez aussi à des sujets, enfin je pense que tous les chercheurs dans tous les domaines, je pense qu'on touche, mais vous touchez à des sujets particulièrement humains, quand même. Donc, oui, oui. c'est le cœur de notre activité. On l'a vu, on fait des enquêtes sur des sujets extrêmement variés qui portent effectivement sur les comportements humains. Donc oui. Mais vous savez qu'on reçoit des chercheurs qui jouent avec les atomes et qui ont une grande émotion aussi à sans faire doute. et à trouver. Sans doute. Nous sommes des atomes d'ailleurs. Alors on passe au sujet du vieillissement de la population. D'abord, Aline, une précision, qu'est-ce qu'on appelle, parce que c'est un phénomène, on va le voir, qui se généralise, alors plus dans les pays, on va dire, riches, entre guillemets, mais voilà, qu'est-ce qu'on appelle le vieillissement démographique ? Alors, il y a une définition très précise. Le vieillissement démographique, c'est l'accroissement de la proportion de personnes âgées dans une population. C'est quoi âgé ? C'est toute la question, justement. À partir de quand est-on une personne âgée ? Et alors, on sait bien qu'avoir 70 ans aujourd'hui, ça n'a sans doute pas la même signification qu'avoir 70 ans il y a 50 ans et que ça en aura en 2070, par exemple. Donc, certains démographes ont d'ailleurs proposé un indicateur qui tient compte de cela et où on mesure la proportion de personnes qui ont devant elles un certain nombre d'années fixes, 10 ans par exemple, encore à vivre. Donc, du coup, là, l'âge à partir duquel on est âgé varie dans le temps. Mais en réalité, quand on regarde les statistiques qui sont publiées, en général, l'âge qui est utilisé est fixe. Quand on s'intéresse plus particulièrement aux enjeux socio-économiques, l'âge qui est utilisé, c'est 65 ans. Parce que c'est l'âge. C'est la référence. Oui. Pour les questions sanitaires, on va plutôt s'intéresser aux âges plus élevés, donc 80 ou 85 ans. Donc on regarde dans une pyramide des âges, en fait, plus il y a de personnes qui dépassent 65 ans, plus la population vieillit. Mais dites-moi, pour qu'il y ait vieillissement de la population, il faut bien évidemment qu'il y ait moins de mortalité, mais est-ce qu'il faut aussi qu'il y ait moins de naissances ? Pas forcément. Ce qui compte, c'est le rapport. Donc, c'est le ratio entre la population plus âgée avec le reste de la population. D'accord. Mais forcément, à un moment donné, il y en a un qui prend sur l'autre. Qui prend sur l'autre. Non, en fait, ce qui se passe dans l'histoire des populations, de l'histoire démographique, c'est qu'en réalité, on a deux phénomènes qui généralement se déroulent dans un ordre bien défini. Il y a d'abord une baisse de la mortalité qui se traduit par un vieillissement, ce qu'on appelle par le haut de la pyramide des âges. Donc la pyramide des âges s'élargit en haut, au sommet. Et cette baisse de la mortalité est suivie ensuite par une baisse de la fécondité qui va se traduire par un rétrécissement de la pyramide des âges, ce qu'on appelle un vieillissement par le bas. Donc ces deux phénomènes d'ailleurs qui sont les deux phénomènes qui caractérisent ce qu'on appelle la transition démographique. Dans le cas des pays développés, enfin pas tous, mais la grande partie des pays développés, il se passe en plus qu'il y a eu le baby-boom. Ah oui, et après la guerre.
Enfin, après la guerre, voilà, c'est ça. Et donc ce baby boom, en fait, donc, qui s'est traduit par des générations très nombreuses. En France, c'est sur une trentaine d'années. Hein. Ça démarre après la Seconde Guerre mondiale et ça se termine à la moitié des années 70, donc une trentaine d'années de générations nombreuses. Et ça fait comme une vague qui se déplace sur la pyramide des âges. En 2010, ce sont les premières générations du baby-boom qui vont atteindre 65 ans. Maintenant, donc les jeunes de cette époque-là deviennent des vieux ils deviennent d'aujourd'hui des vieux, et ils vieillissent. grossissent. Voilà, ils grossissent. Voilà. Donc aujourd'hui, dans les 10 années qui viennent, ce qui va grossir plus particulièrement, ce sont les 75-85 ans. Voilà. D'accord, bah, tant mieux, quand même. Oui, tant Bon. mieux. Tant mieux. D'accord. On est à combien de personnes de plus de 65 ans aujourd'hui en France? Alors, la proportion de Oui, la personnes, proportion. de personnes Oui, âgées de 65 ans plus, pardon. puisque c'est ça qui définit le vieillissement, aujourd'hui, c'est une personne sur 5. D'accord. Et 2050? Alors, en 2050, donc, ça va augmenter et on se rapprochera de 30% de la population, on sera un petit peu au-dessous, dans l'hypothèse médiane de l'INSEE, un peu au-dessous de 30%. C'est très intéressant de regarder ce qui se passe. Alors, en France, on a des différences entre les régions et même entre les départements. Hein. Il y a des départements qui sont jeunes, il y a des départements qui vieillissent. Oui, alors il y a des On départements va voir une qui carte. sont plus ou moins vieux. Il faut peut-être plutôt Ah, dire ça. excusez-moi, comme ça. vous avez la précision scientifique. Mais voilà, sur la Donc, carte, on le voit, tout ce qui est effectivement. un peu enfoncé, ce sont des proportions de personnes âgées selon les... Voilà. Plus élevé, voilà. Donc Voilà. c'est la proportion, les zones les plus foncées correspondent aux départements les plus vieillis. Alors en particulier, un des départements les plus vieillis, c'est la Creuse. Ouais. Donc les départements du centre de la France sont les départements où la proportion de personnes âgées la plus élevée. Donc 27% dans la Creuse Voilà. de plus de 65 ans. qui est ce que atteindra la moyenne nationale à l'horizon 2050. Donc, La ils sont en avance. Seine-Saint-Denis, le département le plus jeune, Plus jeune, oui, avec 11%. 11%, absolument. Donc il y a des disparités départementales, mais il y a aussi des disparités même à un niveau plus local entre qu'on retrouve, qui expliquent aussi les disparités départementales. Les départements les plus jeunes sont les départements où il y a des grandes métropoles, et les centres des métropoles sont plutôt plus jeunes que la périphérie. Les zones rurales sont plus vieillies. Voilà. Donc il y a une disparité très importante. Et ça, alors à l'avenir, ce vieillissement, il continue comme ça. Toutes les régions, enfin les départements vont progresser de la même façon, quoi. Alors chacun va vieillir à son propre rythme, effectivement. Donc, mais en tout cas, cette disparité, a priori, se maintient. Ceci près là encore, on parlait tout à l'heure de l'exercice des projections. Les migrations internes sont quelque chose qui sont difficiles à prédire. Mais Ouais. on peut effectivement être certain que à l'horizon 2050, les départements qui aujourd'hui sont les départements les plus vieillis seront sans doute encore des départements les plus vieux. D'accord. Si on compare avec les pays voisins, proches, on entend souvent parler, enfin moi j'ai souvent entendu parler de l'Allemagne, il y a peut-être d'autres Oui, c'est vrai, on parle beaucoup de l'Allemagne, c'est à juste titre. Un pays aussi qui est le pays européen le plus vieilli, c'est l'Italie. Okay. L'Allemagne est... Plus que la France? Oui, plus que la D'accord. France. Ça se joue à quelques points de pourcentage aujourd'hui, mais à l'avenir, la différence sera beaucoup plus importante. L'Italie, comme l'Allemagne, mais l'Italie encore plus, est un pays qui a connu à la fois une baisse très très forte de sa fécondité et c'est l'un des pays européens où l'espérance de vie est la plus élevée. On trouve d'ailleurs dans ce top des pays les plus vieillis, les pays d'Europe du Sud, Grèce, Portugal, qui sont les pays qui ont connu la même évolution démographique que l'Italie. L'Italie va se retrouver à l'horizon 2050 avec autour de 36% de personnes âgées de 65 ans ou plus. Donc par rapport à la France, là, l'écart se creuse de façon très nette. Et puis, alors, beaucoup plus loin de chez nous, quand même, c'est le Japon qui a un cas très particulier. Qui est le pays au monde où la proportion de personnes âgées est la plus élevée. C'est là encore lié à la baisse très très forte de la fécondité et dans un temps qui a été un laps de temps qui a été très bref. D'un seul coup, on en connaît les raisons. Alors, disons que la transition démographique que j'ai décrit tout à l'heure, c'est dans les pays européens, c'est un processus historique qui démarre au XVIIIe, XIXe siècle, plus ou moins rapidement. L'Italie a été l'a vécu de manière plus tardive que nous. Le Japon, ça s'est fait après la Seconde Guerre mondiale. Donc ça s'est fait dans un laps de temps extrêmement serré, à la fois une baisse de la fécondité et une augmentation très forte de l'espérance de vie, puisque c'est là qu'on trouve les personnes qui ont les records de longévité, par exemple.
D'accord, très bien. Merci pour ces explications, mais c'est pas fini. On va revenir tout à l'heure ensemble pour parler des enjeux justement de ce vieillissement. Mais on va se poser une autre question parce que vivre de plus en plus vieux, j'allais dire c'est bien, mais vivre de plus en plus vieux en bonne santé, c'est quand même encore mieux. Pour en parler, on va se rendre directement à Montpellier, à l'INSERM. Bonjour Jean-Marie Robin. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes démographe et épidémiologiste, directeur de recherche émérite à l'INSERM et à l'école pratique des hautes études à Paris. Et alors ensemble, on va faire un point donc sur l'espérance de vie et chercher à savoir si on va vieillir plus longtemps et dans quel état de santé. Alors pour commencer, je voudrais bien qu'on refasse un point, qu'on rappelle comment évolue l'espérance de vie en France. Fred et Aline l'ont abordé très rapidement au tout début de cette deuxième partie d'émission, mais voilà, est-ce que vous pourriez nous expliquer ça ? Oui, alors actuellement, on calcule une espérance de vie d'environ 85 ans chez les femmes françaises et de 79 ans chez les hommes, c'est-à-dire un écart de 6 années. Les femmes vivent en moyenne 6 années de plus que les hommes. C'est ce qu'on appelle l'espérance de vie du moment, c'est-à-dire c'est un modèle mathématique dans lequel on imagine que en fait, tous les individus vivent toute leur vie dans les conditions de cette année de 2020 ou de 2021. On met bout à bout tous les petits bouts de mortalité ou de survie pour arriver à cette valeur qui est en fond n'est pas l'espérance de vie des Français ou d'une génération particulière, mais c'est l'espérance de vie de l'année 2020. Si vous étiez capable de passer toute votre vie dans les conditions de 2020, votre naissance a lieu en 2020, votre enfance en 2020, votre vie professionnelle en 2020, etc., votre vieillesse en 2020, eh bien, tout ça mis bout à bout, si vous êtes une femme, vous pouvez espérer vivre 85 ans. Si vous êtes un homme, vous pouvez espérer vivre 79 ans. Alors, cette mesure est très importante parce qu'en répétant le calcul d'année en année, on pouvait mesurer le progrès. Et en fait, de 1960, des années 1960 en gros, jusqu'à 2010, eh ben, la valeur augmentait environ de 3 mois par an, ce qui est considérable. Ce qui veut dire que notre espérance de vie augmentait environ d'une année tous les 4 ans. Alors ça augmentait un tout petit peu plus vite chez les hommes que chez les femmes, réduisant progressivement l'écart d'espérance de vie qui était de plutôt 7 ans, 8 ans dans les années 60 à 6 ans aujourd'hui. Et ça, je vous ai dit jusqu'en 2010. Parce que si on fait un calcul, si on regarde ce qui s'est passé entre 2010 et 2020, eh ben, il y a eu un très fort ralentissement dans ce progrès. Et ça, on ne sait pas pourquoi. On le sait simplement pour la dernière année. En 2020, on a eu le Covid, ce qui a diminué de façon importante l'espérance de vie aussi bien des hommes et des femmes. En fait, on a retrouvé les valeurs qu'on avait atteintes en 2014. Mais au total, si on calcule l'écart, on aurait dû gagner, vous voyez, avec ce que je vous ai dit, on aurait dû gagner 2 ans et demi d'espérance de vie entre 2010 et 2020. Et en fait, on n'a même pas gagné une année chez les femmes, on a gagné un tout petit peu plus d'un an chez les hommes. Donc, il semblerait qu'on rentre dans une nouvelle période parce que des observations identiques, pour d'autres raisons peut-être, mais des observations identiques ont été faites aux États-Unis et aussi en Angleterre. Et donc, je voudrais simplement... allez-y, je vous laisse terminer. Oui, quand on pense au futur, et tout à l'heure, Aline Ezekiel a parlé effectivement de valeurs dans le futur, en fait, la plupart des chiffres que nous avons sont basés sur les tendances que nous avons observées entre les années 1960 et 2010, c'est-à-dire plutôt sur un gain d'espérance de vie de 3 mois par an. Ce qui nous donne, dans une cinquantaine d'années, finalement des valeurs d'espérance de vie très élevées, parce qu'on continue d'augmenter d'1 an d'espérance de vie tous les 4 ans. Si on est passé sur un nouveau rythme, les choses risquent d'aller plus lentement et on risque de se retrouver à mi-chemin. D'accord. Alors, je voudrais maintenant qu'on puisse aborder plutôt la qualité des années de vie. Donc, il y a un indicateur qui existe pour ça, c'est ce qu'on appelle l'espérance de vie sans incapacité. Alors, l'incapacité, c'est un terme très large. Qu'est-ce qu'on entend par incapacité ? Alors, on peut entendre effectivement des centaines de choses. La mortalité, c'est
relativement simple. Hein. C'est assez facile normalement de savoir si quelqu'un est vivant ou mort. Ouais. Par contre, ça devient très compliqué de savoir si quelqu'un n'a pas d'incapacité ou a des incapacités. D'ailleurs, on a de très nombreux termes. On peut parler de handicap, on peut parler de limitation fonctionnelle, de déficience et puis d'incapacité. Donc, c'est très, très compliqué. Et puis, les incapacités peuvent être d'ordre très varié. Elles peuvent être physiques, c'est-à-dire on a du mal à marcher, par exemple. Elles peuvent être sensorielles, on ne voit pas, on a du mal à voir. Elles peuvent être cognitives, on a du mal à se souvenir ou à comprendre. Donc, c'est extrêmement varié et tout ça se mélange. Donc, pour faire des calculs d'espérance de vie sans incapacité, on est obligé de faire un choix. Et le choix n'est pas évident. Et si on veut que ce choix ne reste pas son choix personnel, mais qu'il soit accepté par les autres, il faut accepter de discuter. Et donc, vous vous rendez bien compte que pour être capable de faire un calcul d'espérance de vie sans incapacité qui va tenir, qui va être répété, qui va être comparé avec, par exemple, ce qui est fait en Allemagne ou en Angleterre, il faut tout de suite travailler avec vos collègues, on va dire pas du monde entier, mais en tout cas vos collègues européens, vos collègues d'Amérique du Nord, vos collègues du Japon, puisqu'on parlait du Japon à l'instant, et à se mettre d'accord, à trouver un espèce de point moyen où on va dire, bon, ça ne mesure pas précisément l'incapacité, c'est peut-être pas ce qu'il faut pour quand les gens sont aveugles ou lorsque les gens ont des difficultés d'ordre psychique ou bien au contraire ont des problèmes de mobilité, mais on va s'entendre sur quelque chose. Et donc c'est ce qu'on a fait et effectivement on a pris comme un indicateur, donc c'est pas une mesure, hein, c'est un indicateur, voilà, c'est un indicateur de l'incapacité dans une population. C'est dans le fond repérer les individus qui perçoivent qu'ils ont des limitations dans les activités usuelles. Voilà. Et c'est pas plus précis que ça. C'est-à-dire que on prend les gens comme des boîtes noires et on suppose que quelle que soit la société, quelle que soit la classe sociale, quel que soit l'âge, quel que soit le contexte, les gens ont une idée assez claire de ce que sont les activités usuelles et ils savent s'ils sont limités ou pas dans ces activités usuelles de la même façon, et Jean-Marie Robine, parce que ça donne un bon exemple, de la même façon que tout le monde sait ce qu'est être en bonne santé, par exemple. D'accord, très bien. Alors je voudrais qu'il nous reste plus beaucoup de temps, ça passe très très vite. Je voudrais quand même qu'on aborde un point, c'est de savoir combien de temps finalement on peut vivre sans incapacité, donc en bonne santé aujourd'hui si on est en France. Alors, si on est en France aujourd'hui, dans les conditions où j'ai défini l'incapacité, les femmes vivent environ 65 ans, en espérance de vie sans incapacité, d'environ 65 ans, et les hommes d'environ 64 ans. Et tout de suite, je tiens à souligner, vous voyez, l'écart d'espérance de vie totale était de 6 ans, l'écart d'espérance de vie sans incapacité n'est plus que d'1 année. Les femmes n'ont qu'1 année d'avance sur les hommes en termes d'espérance de vie sans incapacité. D'accord. Alors, que se passe-t-il si les hommes, par exemple, ont une incapacité ou plusieurs incapacités qui apparaissent? Alors, en fait, ce que certaines études suggèrent, parce que c'est des choses qui sont encore pas très bien étudiées et on l'a pas étudié en France, et ça mériterait d'être fait, c'est un certain nombre d'études suggèrent que, en fait, quel que soit l'état de santé, les femmes survivent mieux, durent plus longtemps dans cet état de santé que les hommes. Et vous voyez, par exemple, quand on regarde l'espérance de vie en bonne santé, elle est aussi longue chez les hommes que chez les femmes. Par contre, quand on s'intéresse à des états de santé dégradés, on s'aperçoit que les femmes sont capables de survivre plus longtemps que les hommes dans des états de santé dégradés. Ou autrement dit, dès que la santé fout le camp chez les hommes, très très vite, ils disparaissent, ils meurent. Dans cette espèce de voilà où tout va bien où je meurs, quoi. C'est un peu voilà le mode de fonctionnement des hommes. Justement, je voulais essayer de savoir s'il y avait une raison psychologique ou physique à cette explication, à ça. Alors, il y a sûrement des raisons psychiques, mais c'est pas du tout mon domaine, mais on peut les imaginer facilement. Il y a sûrement des raisons aussi biologiques, hein. Il y a des différences biologiques, les biologistes le disent et le répètent, il y a des différences, de nombreuses différences entre les hommes et les femmes et de la manière de réagir et voilà, biologiquement parlant. Il y a aussi des choses qui sont de l'ordre du construit social.
Il est certain que, en tout cas jusqu'à une période récente, les activités des hommes et les activités des femmes sont très contrastées. Dans la société, les hommes ont finalement beaucoup moins d'activités que les femmes. En général, les activités tournent autour du travail, elles se passent à l'extérieur de la maison, alors que les femmes ont beaucoup plus d'activités, donc une grande partie de ces activités se passe à l'intérieur de la maison. Et on a vraiment l'impression que la qualité de vie des hommes bascule dès que leur mobilité, leur capacité à sortir du domicile diminue, et que donc là, en fait, à travers, je dirais, cet éventail d'activités beaucoup moins large que celui des femmes, et surtout se passant surtout à l'extérieur de la maison, on a l'impression que là, les hommes ont une grande fragilité, et que et souvent l'incapacité commence par des difficultés à la marche, à se déplacer. Dès que les hommes ont des difficultés à se déplacer, leur qualité de vie s'effondre, et que peut-être ça retentit après sur leur désir de continuer à vivre et de lutter contre les incapacités ou les autres maladies. D'accord. Bon, c'était passionnant. Merci beaucoup, Jean-Marie Robin. On pourrait continuer comme ça encore très longtemps. Mais voilà, on a un temps. Il faut laisser la parole à tous parce que c'est la fête de la science. Donc, je vous propose de retrouver tout de suite Fred et ses invités en plateau. Oui, en tout cas, merci. C'était très intéressant et ça nous permet de poursuivre sur cette question du vieillissement, Aline, parce qu'il faut quand même qu'on parle des enjeux de ce vieillissement de la population française. On pense tout de suite, évidemment, à un enjeu important, c'est celui de qui va payer la retraite, c'est ça? Bah oui. Enfin, c'est pas le seul, on va venir aux autres. Mais c'est pas le seul, mais effectivement, c'est un des enjeux importants. Donc, c'est le rapport entre la population d'âge inactif, et en particulier âgée, et la population active. On voit cette gravure. Voilà, là, donc en particulier, celle qui est très intéressante, donc qui montre déjà que la prise de conscience du vieillissement démographique est extrêmement ancienne, je crois dans les années 30, je pense, Ouais. enfin, c'est quand même déjà ancien, et graphique qui montre justement la perception, une manière d'illustrer au fil du temps, le déséquilibre entre le nombre de personnes à même de payer les retraites et le nombre de personnes qui en bénéficient. Ça fait des décennies, en fait, qu'on a conscience de cette question. Oui, bien sûr, puisque c'est un phénomène inéluctable dès lors que le processus de transition démographique est amorcé. D'accord, bon, c'est pas à vous de régler le problème, hein, mais vous êtes juste là pour pouvoir alerter quand même. Tiens, d'ailleurs, une question au passage, parce qu'on parle beaucoup de vos études et tout, mais vos études, elles ont pour objectif d'aider à prendre des décisions publiques. Oui. Elles sont faites pour être lues, normalement, et aider la décision. Oui, je pense. Alors, de manière générale, en même temps, on contribue à la connaissance. Non, mais ça voilà, on est donc d'accord. il y a une contribution à la connaissance. Et puis, effectivement, on a un rôle d'expert et on est là aussi, effectivement, pour apporter des informations aux décideurs. Oui. Ok, et Chris? C'est une question difficile. Oui. Mais vous ne travaillez pas sur les mêmes sujets. Vous Non, êtes sur la c'est santé, J'ai donné vous êtes sur peut-être le l'immigration. point de vue un peu théorique. Non, mais voilà, en tout cas, il est certain que nos recherches ont vocation à informer pas seulement les chercheurs, mais aussi le grand public et aussi les décideurs politiques. Et d'ailleurs, ça nous arrive d'être invités pour présenter nos travaux dans des commissions parlementaires, par exemple. Oui, bien sûr. Je ne sais pas à quel point nos travaux influencent les décisions politiques. Et il y a beaucoup de domaines dans lesquels les décideurs politiques prennent leurs décisions en fonction de ce qu'ils savent de l'état de la société, des effets des politiques, et puis en fonction aussi de l'opinion qu'il faut gouverner, en tout cas que les décideurs politiques essaient d'influencer. Donc les décisions politiques ne sont pas simplement le résultat d'informations scientifiques. D'accord, très bien. Bon, alors je fais une grande parenthèse, mais c'était important de préciser ça. Donc on a dans les enjeux, évidemment, cette question des retraites, vous l'avez dit clairement, mais il y en a bien d'autres. Oui, alors dans le même ordre d'idées,
je pense à ce petit dessin qu'on a vu, donc il y a toute la question des relations intergénérationnelles qui sont bien sûr mises à contribution dans les équilibres économiques, mais ça va au-delà de ça, donc c'est toute la solidarité entre les générations. La question par exemple aussi de l'agisme, donc des discriminations à l'égard des personnes âgées, donc il y a des enjeux sociaux autour du vieillissement démographique. Et puis bien sûr, il y a des enjeux sanitaires très importants, et notamment, donc là ça fait écho à ce qu'a pu dire Jean-Marie Robin, en lien à l'état de santé de ces personnes et leur éventuelle perte d'autonomie et leur besoin d'aide. Les conditions de vie des personnes dépendantes. Leurs conditions de vie, c'est toute la question de l'adaptation de la société aux besoins de ces personnes. Et c'est très vaste parce que ça touche à évidemment aux questions de ressources, de revenus, de logement, de mobilité et aussi de soutien aux aidants. Hier, je crois que c'était la journée des aidants. D'accord. Une dernière question. Rapidement, mais je sais que c'est le cœur de vos recherches, donc ça vous passionne. Vous militez aujourd'hui, je mets le mot entre guillemets, pour dire il faut arrêter de regarder la cause unique du décès d'une personne. Il faut regarder ce qui figure d'ailleurs dans le procès verbal, on va dire, du médecin, comment on appelle ça certificat de décès. Le certificat, je cherchais le mot. Voilà, il faut regarder les causes multiples. Oui, alors c'est très lié à la question du vieillissement démographique, parce que avec l'augmentation de l'espérance de vie, donc on meurt à un âge de plus en plus élevé, et à ces âges, il est très fréquent que les personnes n'aient pas qu'une seule maladie, mais en aient plusieurs. Et c'est vrai que tout le suivi qui est fait aujourd'hui et qui est précieux de la mortalité repose sur une cause, qui est la cause initiale du décès, qui ne sort pas du chapeau. Il y a des règles de l'Organisation mondiale de la santé pour la définir. Mais dans ce contexte de ce qu'on appelle la multimorbidité, il est très important aujourd'hui d'analyser l'ensemble des causes qui sont mentionnées par les médecins sur les certificats de décès. D'accord, parce qu'une cause, j'allais dire, complémentaire peut être essentielle et peut... alors, je pense qu'un exemple qui l'illustre très bien, c'est dans le cadre de la pandémie de Covid, on voit bien que les personnes qui sont décédées du Covid, pas toutes, mais très fréquemment, donc elles étaient dans une situation de comorbidité. Donc c'est l'interaction entre des pathologies et l'infection par le Covid qui a précipité le décès. Et donc c'est un meilleur exemple de ce que signifie prendre en compte la multimorbidité dans l'analyse de la mortalité. Et le grand intérêt, justement, c'est pouvoir adapter des politiques de santé publique ou des choix. Parce que je pense que la focalisation sur ce qu'on appelle la cause initiale, le décès, met un peu de côté certaines causes. Par exemple, le diabète, qui est souvent une cause, pas une cause initiale, le décès, mais une cause contributive. Ou par exemple, les maladies infectieuses, qui sont assez souvent... On n'a pas de diabète, vous voulez dire, en général. On sous-estime la mortalité par diabète quand on ne s'intéresse qu'à la cause initiale. Voilà. Et c'est vrai aussi pour les maladies infectieuses. D'accord, très bien. Je sais qu'on pourra en parler encore longtemps, mais pour prolonger notre propos, avec notre nouvelle invitée, justement, on va s'intéresser à la prise en charge des personnes âgées qui vivent à domicile. Donc, direction tout de suite la faculté de droit de sciences économiques et gestion de Nancy. Bonjour Agnès Gramin. Bonjour. Alors vous êtes professeure en sciences économiques et directrice adjointe du bureau des théories économiques appliquées à l'université de Lorraine, je ne me trompe pas? C'est le bureau d'économie théorique et appliquée. Ok, bon, excusez-moi. Alors, pas de souci. La question de la prise en charge des personnes âgées dépendantes n'est pas nouvelle, mais en tout cas, la crise de Covid-19 a vraiment renforcé la nécessité d'améliorer la prise en charge et ça a mis ça en lumière en tout cas. Alors, avant de parler de ça, je voudrais quand même qu'on fasse un point. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce qu'on entend par dépendance et comment on l'évalue ? Alors, il y a deux manières de répondre à votre question. La première a été évoquée par Jean-Marie Robin tout à l'heure. Ouais. C'est la manière des épidémiologistes en se basant sur les incapacités, donc à partir de grandes enquêtes. Donc, dans cette approche, en France, on peut chiffrer à environ 3 millions de personnes de plus de 60 ans qui ont des incapacités dans ce qu'on appelle les activités instrumentales de la vie quotidienne, c'est-à-dire faire les courses, préparer ses repas, des choses comme ça. Et il y a 1,3 million de personnes qui ont une
des incapacités plus dures, si je puis dire, c'est-à-dire des restrictions dans les activités élémentaires, comme se lever ou manger. L'autre manière de faire, c'est de s'appuyer sur les politiques publiques et de se demander combien il y a de bénéficiaires des aides qui sont destinées aux personnes âgées dépendantes. Et donc en particulier en France, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie qui est destinée à aider ces personnes. Et si on utilise cette autre approche, on tombe à peu près sur le deuxième chiffre que je vous ai cité, c'est-à-dire 1,3 million de personnes. D'accord. Et comment on évalue le niveau de dépendance ? Il y a une grille pour ça, c'est ça ? Alors, il y a plein de grilles. Ouais. Je pensais à la grille Agir. Oui, alors c'est la grille de la deuxième méthode, d'accord, mais Ok. il y a des grilles de la première méthode aussi, hein. Les épidémiologistes ont leur grille. D'accord. Donc effectivement, en France, pour avoir accès à la solidarité collective, il y a une grille qu'on utilise pour évaluer votre degré de dépendance et qu'on appelle la grille Agir et qui permet de distinguer 4 groupes de personnes, des plus dépendants aux moins dépendants. Voilà, qu'on appelle les... Alors, elle n'est pas facile à utiliser parce qu'elle est à l'envers. C'est-à-dire que les gens qui sont en GIR 1 sont les gens les plus dépendants, alors que les gens qui sont en GIR 4 sont les gens les moins dépendants. Voilà, c'était pas assez compliqué, il fallait en rajouter. Voilà. Alors, comment s'organise la prise en charge des personnes âgées aujourd'hui en France ? Est-ce que la tendance est plutôt l'aide à domicile ou plutôt de diriger les personnes vers des établissements spécialisés ? Alors aujourd'hui, en gros, les personnes dépendantes qui bénéficient d'aide collective, 60% d'entre elles vivent à domicile et 40% d'entre elles donc vivent dans ce qu'on appelle des EHPAD, c'est-à-dire des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Mais la tendance actuellement, c'est ce qu'on appelle le virage domiciliaire. C'est-à-dire que les gouvernements actuels souhaitent qu'on n'augmente pas le nombre de places en établissement d'hébergement et qu'on augmente, qu'on améliore la prise en charge à domicile, avec évidemment comme enjeu d'être capable d'aider des personnes qui sont très dépendantes à vivre à domicile, ce qui n'est pas simple. D'accord. Et alors, pour ces personnes-là, il y a des aides financières qui existent. Vous avez commencé à en parler juste avant. L'APA, la fameuse allocation personnalisée d'autonomie, à quoi sert-elle concrètement ? Qu'est-ce qu'elle permet de financer vraiment ? Alors, l'allocation personnalisée d'autonomie, elle est versée aussi bien aux personnes qui sont en EHPAD, en maison de retraite, qu'aux personnes qui sont à domicile. Et dans les deux cas, évidemment, elle est utilisée à des choses un petit peu différentes. Donc, pour les personnes qui sont à domicile, ça permet de financer essentiellement des heures d'aide au quotidien, c'est-à-dire des personnes qui viennent pour aider à entretenir le logement ou à faire des soins du corps, des soins personnels. D'accord. Et alors, dans le cadre d'un projet, le projet Modapa, soutenu par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, vous vous êtes intéressé à l'influence du reste à charge pour les personnes sur la consommation d'aide à domicile. Alors, une des difficultés, ça a été déjà de recueillir les données, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Ça fait écho à ce qui a été dit par beaucoup de vos invités. On voit bien Marie Bergström, elle travaille sur des données qu'elle récupère par Internet. Nous, on ne peut pas trop faire ça pour travailler sur l'aide à domicile des personnes âgées dépendantes. Donc, on peut s'appuyer sur des grandes enquêtes, mais comme l'a dit Chris tout à l'heure, les grandes enquêtes, c'est cher, c'est long. Donc l'INSEE et le ministère de la Santé en font de manière assez régulière, c'est-à-dire tous les 5 ou 10 ans, c'est pas tous les ans, voilà, mais ça coûte des millions à chaque fois, ce qui explique que ça ne se fasse pas très souvent. Donc un des enjeux pour nous, c'était de voir si on pouvait étudier cette question en travaillant sur des données administratives qui sont recueillis en routine, en fait, en particulier par les financeurs, ou par les départements, par exemple, qui suivent les bénéficiaires de l'APA, qui sont donc des données qui ne sont pas faites pour la recherche, mais dont on peut espérer qu'avec des méthodes statistiques bien choisies, on peut quand même en tirer de l'information.
D'accord. Et alors justement, en analysant ces données, qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce qu'on consomme plus d'aide à domicile en fonction du reste à charge? Enfin voilà. Alors, en fait, ce qu'il apparaît, c'est que la demande d'aide à domicile des bénéficiaires de l'APA, en tout cas, c'est-à-dire de gens qui sont quand même dans des situations de dépendance assez marquées, cette demande est très peu sensible en fait au reste à charge. Le concept qu'utilisent les économistes, c'est ce qu'on appelle l'élasticité de la demande au reste à charge. Et donc, on trouve une élasticité en gros de moins 0,3, quels que soient les échantillons sur lesquels on travaille, ce qui veut dire que si le reste à charge diminue de 10%, donc imaginez par exemple que le reste à charge pour une heure d'aide passe de 10 € à 9 € de l'heure, la quantité d'aide qui va être achetée par les personnes va augmenter seulement de 3%. D'accord? Donc, moins 10% sur le reste à charge, ça fait seulement plus 3% sur le volume. Donc, ça veut dire que c'est une demande qui est relativement rigide. Et donc, ça veut dire que globalement, si on améliore la solidarité en direction des personnes âgées dépendantes, c'est-à-dire qu'on diminue leur reste à charge en prenant une partie du coût plus importante collectivement via les impôts ou via les cotisations sociales, en fait, ce qu'on va permettre, c'est plutôt d'améliorer le revenu disponible pour d'autres dépenses. D'accord. Comment ces résultats peuvent être aussi utilisés, j'imagine, par les pouvoirs publics pour mettre en place les mesures et adapter les aides qui sont proposées? Eh ben, justement, l'une des questions qui est derrière, c'est de savoir est-ce que des politiques publiques qui touchent le reste à charge sont des bonnes politiques pour inciter les gens à consommer plus d'aide à domicile si on pense que, par exemple, ils n'ont pas assez d'aide. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas une très bonne manière. L'incitation financière, enfin en tout cas la dimension financière, n'est pas la bonne manière pour faire changer le mode de prise en charge. D'accord. Donc il faut trouver d'autres leviers. Ok. Alors un dernier enjeu très rapidement avant de conclure, un enjeu autour de la dépendance des personnes âgées, c'est celui des personnels qui vont venir à domicile. On risque d'avoir une grosse pénurie. Alors qu'est-ce qu'on peut envisager pour faire face à cette pénurie de main-d'œuvre? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est un des enjeux majeurs qui a d'ailleurs été souligné récemment par un rapport public important qui s'appelle le rapport El Khomri. C'est de l'ordre de 100 000 personnes supplémentaires à l'échelle de 5 ans, hein, rien qu'en création de postes, et sans compter les postes vacants, puisque l'aide à domicile, c'est un secteur où il y a énormément de problèmes de postes vacants. Donc, c'est le moment effectivement de réfléchir aux pistes pour pouvoir attirer des gens dans ce secteur. Donc, il y en a plusieurs. La première qui vient à l'esprit, évidemment, c'est d'augmenter les salaires. Mais augmenter les salaires, il faudra les financer. Il y en a une deuxième qui serait d'essayer d'attirer des hommes, parce que c'est un secteur où 95% des salariés sont des femmes. Donc, ça pourrait être une option. Voilà, c'est les deux principales pistes du moment. D'accord. Bon. Merci beaucoup Agnès Gramin pour toutes ces explications. Avec plaisir. Et maintenant, je vous propose de découvrir des ateliers originaux destinés aux jeunes filles. Et pour ça, direction La Baule et Paris. Et oui, parce que s'il y a un domaine où il va falloir apprendre à vivre ensemble, c'est aussi celui des études et des carrières scientifiques, on le dit régulièrement. Effectivement, il y a une petite défaillance. Donc 2 associations là, se sont réunies pour encourager une plus grande mixité dans les filières scientifiques et techniques. On va en parler tout de suite avec nos 2 invités. Bonjour Anne Boyer et Fabrice Roulier. Bonjour. Bonjour. Ah ben voilà, vous représentez parfaitement la mixité, ça fait plaisir. Oui. Alors, je vous présente Anne Boyer, vous êtes présidente de l'association Filles et Maths, et Fabrice Roulier. Femmes et mathématiques. Pardon? L'association, c'est Femmes et mathématiques. Femmes et mathématiques.
Pardon, excusez-moi. Et Fabrice Roulier, vous êtes directeur de recherche à l'INRIA. Vous vous occupez également de missions de médiation pour l'INRIA. Je rappelle que c'est l'Institut de recherche en informatique et en automatique. Et vous êtes président de l'association Animat. Alors, Anne Boyer, présentez-nous votre association Femmes et Mathématiques. Eh bien, c'est une association qui a été créée en 1987 sur un constat. On avait l'impression, et c'était complètement avéré avec les pourcentages et les études qu'on avait, qu'il y avait un très grand déséquilibre entre les femmes et les hommes dans les métiers scientifiques et en particulier mathématiques. Et donc, on a créé cette association pour essayer de remédier à cette situation, d'arriver à un équilibre plus important et d'encourager les filles et les femmes à se lancer dans les études de mathématiques et découvrir la diversité de tous les métiers des mathématiques et lutter contre tous les stéréotypes qui étaient un barrage, puisque à cette époque, ça faisait quand même très très peu de temps, il y avait une mixité totale, que tout était accessible aux filles, mais que c'était encore très très peu connu. Et on constate actuellement que maintenant, finalement, normalement, tout est accessible à égalité entre les filles et les garçons, mais ces déséquilibres perdurent, et donc il s'agit encore de lutter contre les stéréotypes de sexe en particulier, et les stéréotypes aussi sur les mathématiques. Et nous ajoutons maintenant l'informatique, parce que c'est un grand problème pour l'avenir de notre société. Oui, j'ai vu ça, on va en parler. Et Fabrice, alors vous vous êtes rencontrés parce que vous êtes président d'Animat. Absolument. J'ai succède à Martin Handler auprès d'une association qui a une vingtaine d'années, qui œuvre pour la promotion des mathématiques en général auprès des plus jeunes et qui a aussi pour vocation maintenant à essayer d'effacer un petit peu tout ce qui est inégalité, alors que ce soit des inégalités de secteur ou géographiques, mais aussi des inégalités liées à divers phénomènes comme le genre. Donc c'est tout naturellement qu'on a été discuté avec l'association Femmes et Maths et puis bien d'autres. On peut aussi citer Fermat Numérique par exemple, avec qui on parle régulièrement. Confronter des points de vue parce que Anne va en parler très très bien. On est tous victimes de stéréotypes, mais moi-même je suis victime de stéréotypes. Donc je peux même pas prétendre à avoir une vue totalement impartiale de ce qui se passe dans ma propre matière. Donc ça fait beaucoup de bien de discuter avec une autre association qui a un point de vue différent. Voilà. Donc je pense que c'est un petit peu le fil rouge qui est poursuivi, y compris dans mon équipe de recherche et probablement à l'INRIA en général. C'est que le manque de mixité, c'est un manque de diversité. Et la diversité en recherche, je suis chercheur à la base malgré tout, eh bien la diversité, c'est la diversité de points de vue et c'est une énorme richesse pour la recherche. Donc voilà, on est très sensible au fait que le manque de parité dénote quelque part un défaut dans notre fonctionnement. Oui. Alors Anne, vous dites que plus il y a dans les études, plus les études comportent de mathématiques et d'informatique, moins il y a de filles. Est-ce que vous avez quelques données, des chiffres à nous donner? Alors, j'ai quelques chiffres, oui, effectivement. Par exemple, on sait très bien que dans les écoles d'ingénieurs, il y a à peu près un petit peu moins de 30% dans les écoles d'ingénieurs, mais si on prend l'informatique, je prends juste les IUT, pour ne pas aller dans des études extrêmement performantes, un niveau qui est accessible à la plupart des étudiants et étudiantes, il y a 9% de filles en informatique dans les IUT. Donc voilà, en classe prépa, dans les classes prépa scientifiques, qui sont aussi des filières d'accès aux mathématiques et à l'informatique, il y a à peu près 30% de filles dans les prépas scientifiques, mais si on arrive en deuxième année en mathématiques physiques, par exemple, il n'y en a que 18%. Et donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre profond et il y a surtout quelque chose qui s'accentue. Ça s'accentue. Finalement, oui, il y a de moins en moins de filles, si on regarde bien, de moins en moins de filles dans les filières d'informatique. Et nous avons notre vice-présidente de notre association, qui est statisticienne, qui met à jour les statistiques tous les ans, et qui, par exemple, en mathématiques fondamentales, a calculé, si on est toujours sur cette décroissance légère, en 2275, il n'y aura plus aucune femme
en mathématiques fondamentales. Alors évidemment, mais ça veut dire qu'il est très très urgent de faire quelque chose, vraiment très urgent. D'accord. Mais on alors, ne peut pas se passer de la moitié de l'humanité. Quelles en sont les raisons profondes? Les raisons profondes, c'est les stéréotypes de sexe et les stéréotypes sur les mathématiques et les stéréotypes sur l'informatique. Plus précisément, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que des femmes qui arrivent... Inconsciemment, dans la tête de tout le monde, hein, c'est dès qu'on est né, on est influencé par la société, par un certain nombre de choses, et donc il se forme dans les têtes l'idée qu'il y a des choses qui conviennent plus aux filles ou plus aux garçons. Hein, et c'est cultivé, par exemple, par tous les jeux que l'on donne aux filles et aux garçons dès le plus jeune âge. Et donc, c'est complètement inconscient. C'est-à-dire qu'on va dire, mais finalement, une fille à l'âge du lycée, elle est quand même libre de choisir ce qu'elle aime. Or, si elle n'aime pas les mathématiques, si elle n'aime pas l'informatique, on ne va quand même pas influencer son choix. Elle doit choisir ce qu'elle aime. Sauf que ce choix, évidemment, est formé dès le plus jeune âge et que c'est un faux choix, en quelque sorte. Donc, nous disons... Voilà, il faut changer ces choses-là, voilà. Et les stéréotypes de sexe et sociaux d'une manière générale, mais en particulier sur les matières scientifiques et en particulier sur les mathématiques, c'est une très très longue histoire. Hein. Moi, je suis historien des mathématiques, et donc voilà, on peut étudier la construction des stéréotypes. Donc on peut les déconstruire. Si on connaît la construction, on peut les déconstruire. D'accord. Et du coup, si il n'y a pas beaucoup de femmes en mathématiques, il n'y a pas non plus beaucoup de modèles d'identification. Donc ça doit poser... Évidemment, bien sûr. Ouais. Alors, gardons du temps. Qu'est-ce que vous faites? Racontez-nous ce que vous faites de positif pour changer ça, Fabrice. Il y a plusieurs initiatives. Oui, on a beaucoup d'initiatives. On a un complément de diagnostic qui est que les jeunes filles se détournent assez tôt finalement des matières scientifiques en général d'ailleurs, hein, pas uniquement des mathématiques. Et l'évolution de l'enseignement avec l'addition des spécialités nous permet d'avoir peut-être quelque chose un tout petit peu plus fin. Alors il y a une statistique qui est assez importante, c'est que il y a relativement parité dans le choix par exemple, de la spécialité mathématique à l'entrée en première, mais après quelques mois, il y a 50% d'abandon, par exemple, par les filles, alors qu'il n'y a que 30% d'abandon chez les garçons. Donc ça veut dire que quelque part, il va falloir insuffler une autre façon peut-être de voir les maths qui plaise un peu plus ou qui soit différente, essayer de capter l'attention des jeunes filles. Et donc à cet égard, on mène des activités périscolaires, donc qui viennent en complément de la formation évidemment scolaire, pour tenter à la fois de comprendre et puis de donner confiance aux jeunes filles, de leur faire des maths un petit peu différemment, des fois que la sauce prenne sous cet angle-là. C'est les journées, ce sont les journées filles, maths et informatique, une équation lumineuse par exemple. Voilà. Alors exactement, on a deux actions, donc je vais laisser Anne décrire les actions filles, l'autre c'est les rendez-vous des jeunes mathématiciennes, donc c'est un moment où on va faire partager aux jeunes filles des mathématiques un petit peu différemment, on va surtout les faire rencontrer des femmes dont le métier est de faire des mathématiques, et puis on va laisser un petit peu l'alchimie se faire. On va organiser aussi ce qu'on appelle des speed meetings, c'est-à-dire des rencontres un peu intimes entre les jeunes filles pour qu'elles créent un lien avec une personne dont c'est le métier et peut-être pose des questions un petit peu plus personnelles. Et puis bien évidemment, il va y avoir des sessions d'information sur les stéréotypes, y compris pour les jeunes filles, c'est-à-dire que probablement qu'elles n'ont pas conscience elles-mêmes que leurs choix sont involontairement guidés par des choses qui ne sont pas forcément liées directement à la matière ou à ce qu'elles ont envie de faire. D'accord. Alors, vous faites plusieurs, on ne va pas rentrer dans le détail, plusieurs initiatives. Vous tournez en France, il y a une quinzaine, je crois, au moins de jours où vous vous promenez dans toutes les villes de France. Si les jeunes filles qui regardent cette émission ou ont envie de découvrir, il faut aller où? Sur votre site pour voir, c'est ça? Oui. Oui, bien sûr, mais il ne suffit pas que site commun à toutes les actions. Il faut aller à leur rencontre, parce que la plupart d'entre elles n'auront même pas l'idée que peut-être elles peuvent faire des mathématiques et que peut-être ça leur plaira. Donc nous allons à leur rencontre, c'est-à-dire qu'on va dans les établissements scolaires, en conjonction avec des universitaires. On va donc sur place, on fait venir des filles
Alors c'est peut-être un petit peu la problématique, ce sont des journées filles. Ce sont des filles à qui on offre l'opportunité Il n'y a pas de garçons. d'avoir des contacts avec des mathématiciennes ou des informaticiennes. Elles entendent parler mathématiques, informatique par des femmes qui aiment ça, qui en ont fait leur métier, c'est leur cœur de métier. Et puis elles participent à des stéréotypes et surtout, il y a quelque chose de très important pour la découverte et la prise de conscience des stéréotypes, c'est ce qu'on appelle le théâtre forum. Donc avec une troupe de théâtre, on a mis sur pied un théâtre participatif en quelque sorte, où on met en scène des lycéennes dans des situations tout à fait ordinaires, et du coup, les lycéennes qui découvrent ça prennent conscience de ce qu'elles vivent, et que peut-être ça pourrait être autrement. Et donc, bon, ça ne marche pas à tous les coups, mais il y a des filles comme ça qui se découvrent tout d'un coup des intérêts pour des carrières scientifiques, pour des métiers de sciences, et on leur offre l'opportunité d'être marrainées, parce que il suffit pas. On veut que les filles éloignées des universités, dans des secteurs géographiques éloignés des universités, ou dans des milieux sociaux un petit peu défavorisés, aient l'opportunité aussi de découvrir ceci, parce que voilà, tous les milieux ne sont pas à égalité dans cette situation. C'est ça, c'est la raison pour laquelle vous circulez un petit peu partout en France, vous allez dans des lieux... Et même à l'étranger. Et même à l'étranger, donc bravo pour cette initiative. Malgré tout, vous allez vers elles, mais elles peuvent venir vers vous, donc on les encourage à aller sur votre site pour voir toutes les initiatives, toutes les dates, et où vous êtes, à quel moment dans l'année. On vous remercie beaucoup d'avoir été là, je sais le temps passe vite, hein. On aimerait parler plus longtemps. Et puisque nous parlons de transmission des connaissances scientifiques, eh bien on part tout de suite pour le tour du monde d'Élodie. Et aujourd'hui, on part en Égypte avec le Fun Lab. Le Fun Lab est un bus scientifique qui a été imaginé par l'université américaine du Caire. Alors, le projet, c'est tout simple, c'est d'utiliser ce bus qu'on va voir à l'écran, d'utiliser ce bus scientifique pour atteindre des communautés défavorisées un petit peu partout en Égypte et leur offrir des expériences éducatives très ludiques, comme vous allez pouvoir le voir sur les photos, qui leur permettent un petit peu de jouer avec la science. Alors le but de cette initiative est double. Déjà, la première, c'est d'essayer un petit peu d'inciter les jeunes à choisir des carrières et des études scientifiques en leur montrant la science d'une façon différente que ce qu'ils ont l'habitude de voir, en leur faisant découvrir un petit peu les expériences scientifiques. Et vous avez pu voir sur leur tête, on a vu vraiment l'émerveillement. On pense que c'est déjà un petit peu gagné pour eux. Le deuxième but de cette initiative, c'est vraiment d'essayer de changer l'attitude du public face à la science et de la rendre plus positive. L'idée, c'est de changer certaines opinions et certains comportements pour montrer vraiment la place centrale de la science dans le développement économique et social de l'Égypte pour les aider peut-être à mieux vivre ensemble. Ouais, et c'est une très très belle initiative. Voilà. Eh bien, on arrive presque à la fin de cette émission, mais c'est l'heure de l'énigme du jour. Et aujourd'hui, elle vous est proposée par Plantes Carnivores. Bonjour tout le monde, moi c'est Alexandre et j'anime depuis 3 ans une chaîne YouTube consacrée aux petites bestioles en général, même si je me retrouve à parler d'araignées plus que de raison. Aujourd'hui je vous propose de rester dans ce thème et de parler d'un groupe d'araignées un peu particulier qu'on va retrouver dans le sud de l'Hexagone, les mygales maçonnes. Donc ma question est simple, sur cette image, il y a un nid, où est-il ? Très bien, vous aurez la réponse demain dans l'émission à partir de 17h30. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à nos invités qui ont été en duplex avec nous. C'était vraiment très très bien. On vous salue, on vous dit merci. Aline, Chris, merci beaucoup d'être venus sur le plateau avec nous. On se retrouve demain à 17h30, le grand quiz des régions. Dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France. Et tout de suite après le grand quiz, avec nos invités, nous parlerons de l'impact de l'environnement sur notre santé. Ouais. Alors, pollution, alimentation, mais aussi les maladies émergentes qu'on appelle les zoonoses. Il y aura beaucoup de choses à découvrir. Voilà, merci à tous. On vous dit à demain. Passez une très bonne soirée. Ciao, ciao.